Evening News. M5 RFP, 3 regroupements à la base d'un mouvement historique. Conférence de presse de Canal+ pour la célébration de ses 30 ans en Afrique. Au Niger, Bazoum tend de nouveau la main aux djihadistes voulant se repentir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme évoqué dans les titres, le M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, on se le rappelle, a été le mouvement à l'origine de la démission de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Avant le 5 juin, le mouvement serait l'initiative de 3 regroupements appelés Troïka, formés par l'EMK, la CEMAS et le FSD, avant de prendre le nom M5 RFP à la suite de la première sortie le 5 juin 2020. M5 RFP, 3 regroupements à la base d'un mouvement historique. L'avènement d'un regroupement de lutte massive, c'est un dossier signé Cheikh Oumar Mariko. Une lutte, un mouvement d'ampleur, un rassemblement historique et surtout un objectif de taille. Certains parlent même du jamais vu au Mali. Les mouvements du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, on se rappelle ces sorties gigantesques, répétées chaque vendredi pour demander la démission de Feu Ibrahim Boubacar Keïta, alors président de la République, mal aimé par une frange de la population malienne, de par la malgestion des affaires du pays, selon les initiateurs. M5 RFP est né du ventre de MK. L'idée de créer un mouvement, d'être ensemble, est née dans ce même salon où vous êtes. Vous êtes assis à la place de Cheikh Oumar Sissoko, et Bouba était là, Tchemoro était en face de moi. Et puis, quand on a lancé l'idée qu'on va faire un grand mouvement national, il y a la CEMAS qui est venue avec Issa Kaoudjim. Et la CEMAS est venue nous voir pour se mettre avec nous. Et après, il y a FSD, en la personne de Shogel Kokala-Maïga, qui est venu se joindre à nous pour qu'on crée un mouvement. Et quand on sort le 5 juin 2020, il n'y avait pas le nom de M5. On appelait Troïka. Troïka veut dire tout simplement 3 organisations qui ont mutualisé leurs efforts pour demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Ce sont ces 3 organisations qui, le 31 mai, ont fait un meeting pour appeler au rassemblement du 5 juin, à la place de l'indépendance. On était en face d'un pouvoir qui était puissant. Et il faut dire que le pouvoir d'IBK était puissant, contrairement à ce qu'on pense. Et on était juste le peuple. Notre force, c'était le peuple, c'était la conviction de croire à ce qu'on fait et de dire qu'à un moment, même si beaucoup de gens ne nous aimaient pas, beaucoup de gens nous critiquaient, il y a beaucoup de gens qui partaient sur les réseaux pour nous insulter, pour dire que nous sommes les bandits, on est mauvais, etc., etc. Moi, je me rappelle très bien quand la première fois que je suis sorti, beaucoup de gens se sont moqués de moi, la nuit sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et finalement, les gens ont compris petit à petit, ils se sont joints au mouvement. Et ça a donné naissance à ce grand mouvement qui a finalement balayé IBK. Et après le 5 juin maintenant, que tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qui se disent dirigeants, les nouveaux dirigeants, ils sont venus, notamment Mme Sika Tousso n'était pas là le 5 juin, Bitar n'y était pas là, je vois certains ministres du gouvernement n'y étaient pas, notamment le ministre de l'assainissement et de l'environnement n'y était pas. Derrière ces sorties, 3 rassemblements revendiquent la paternité du regroupement, avec des objectifs spécifiquement différents, mais un but commun, celui de la demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif du rassemblement était, selon le meeting du 31 mai, mobiliser le peuple du Mali contre le régime décrié de IBK. La crise multidimensionnelle, l'organisation des élections législatives vraiment scandaleuses à travers les résultats, et aussi les massacres dans le pays, et puis le détournement des derniers publics, puis qui a fait lui-même
a eu à dire à son temps, paix à son âme, que les avions sont cloués au sol faute de maintenance. Un mouvement pour 3 raisons. Première raison, c'était la lutte pour la transparence, la lutte contre la corruption pour la transparence et la bonne gouvernance. Deuxième, c'était pour la sécurité. Et la troisième, c'était pour notre souveraineté. Et Chokma Sissoko qui était très attaché à la question de la souveraineté du pays, la souveraineté territoriale surtout. Tout cela, plus l'article 39 des enseignants, et c'était beaucoup de Maliens ont estimé que Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas vraiment continuer à gérer le pays de cette façon. Pour les gens, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta étant signée, d'ailleurs l'objectif principal assigné au regroupement, les M5 RFP n'avaient plus sa raison d'être. Pour les autres, pas du tout. M5 c'est le plat du peuple, c'est le plat du peuple, c'est le peuple qui a préparé M5, c'est le peuple qui doit manger M5, c'est son plat, et digérer M5, pas quelqu'un d'autre. M5 ce n'est pas Clément Dambélé, M5 ce n'est pas Kokola Maïga, M5 ce n'est pas Mahmoud Diko, M5 ce n'est pas Nounsar, M5 ce n'est pas Cheikh Oumar Sissoko, M5 ce n'est pas Modibo Sidibé, M5 ce n'est pas Mme Sika Tousso, ce n'est pas Moutakatal, M5 ce n'est pas Konouba Sidibé, M5 c'est le peuple malien. Et moi je reste fortement attaché à cette définition, à ce concept de M5, que c'est une idéologie populaire. M5 c'est tous ceux qui aiment le Mali, ce n'est pas les quelques personnes. Nous on peut disparaître, on peut partir, M5 va toujours rester parce que M5 c'est le mouvement du peuple. Mais M5 est devenu orphelin par l'abandon de ses pères et de ses mères. Abandonné par ses parents, néanmoins, derrière ces rencontres et ces sorties se cachent des moments de bons souvenirs partagés par les membres. Et donc c'était une très bonne ambiance entre nous. On travaillait pour le Mali, on s'entendait très bien. On avait la même idéologie, c'était ce rêve de changer. Un rêve qui a fait parler de lui partout dans le monde, à travers des soutiens et souvent des manifestations de soutien. Un rêve qui continue à faire parler de lui malgré les déchirures au sein du mouvement. Un rassemblement qui sera longtemps gravé dans les annales de l'histoire d'un peuple face à son président. Créé le 5 juin 2020, le M5 RFP a réussi le pari de faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, élu démocratiquement en 2013 puis 2018 en 3 mois de manifestations. Quelles sont les grandes sorties du mouvement qui ont marqué les Maliens? Le récit avec El Hadj Malik Guiteya. S'il y a une caractéristique qui faisait la force du M5 RFP, mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques, c'est sa capacité à mobiliser la masse. Mouvement hétéroclite composé de partis politiques, de religieux, d'organisations de la société civile, la capacité de frappe du mouvement a emporté l'ancien président de la République, Feu Ibrahim Boubacar Keïta, en août 2020. Tout a commencé au mois de juin 2020, alors que personne ne croyait au scénario de démission d'IBK. 3 mouvements, à savoir Espoir Mali Croix de Cheikh Oumar Sissoko, la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko et le FSD, Front pour la sauvegarde de la démocratie de l'opposition, forment une coalition pour demander la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la foulée, les 3 mouvements prévoient une première sortie le 5 juin 2020, d'où le nom du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Rejoints par plusieurs autres mouvements, ils arrivent à sortir des milliers de Maliens ce jour au boulevard de l'Indépendance à Bamako. La stratégie est réfléchie et peaufinée. Profiter de l'influence de l'imam Mahmoud Diko pour attirer des milliers de Maliens marginalisés et meurtris par la mauvaise gouvernance dans les rues de Bamako. Les manifestants pris au boulevard de l'Indépendance avant de scander des propos hostiles au régime du président Ibeka. Minimisé au départ par le régime en place, le M5 RFP gonfle ses rangs. Plusieurs autres associations et organisations de la société civile adhèrent au mouvement qui enchaîne les sorties le vendredi. Le 19 juin 2020, acclamé par une foule immense au boulevard de l'Indépendance, le mouvement décide d'envoyer une lettre de démission à Ibrahim Boubacar Keïta. Clément Dambélé et Issa Kaoudim, 2 éléments clés désignés comme émissaires par les responsables du mouvement, sont empêchés d'accéder à Koulouba. Des airs éclatent entre les forces de l'ordre et des manifestants, malgré l'appel de l'imam à ces derniers de regagner leur maison. Mesurant alors l'ampleur de la problématique, le président Ibeka reçoit les contestataires.
Mais le dialogue, sitôt noué, a été rompu suite à la doléance du mouvement. Le M5 RFP sort encore le 10 juillet 2020. Cette fois-ci, le discours est clair. Les opposants veulent forcer le départ du président Ibeka. Des manifestants agités par les discours au boulevard de l'Indépendance se dirigent vers l'ORTM, l'Assemblée nationale et la cité administrative. Bamako sombre dans le chaos et le sang coule. Une dizaine de manifestants sont tués devant la mosquée de l'imam et les M5 RFP décident alors de passer à la désobéissance civile. Durant des semaines, des jeunes du mouvement barricadent des routes à Bamako. Certains responsables du mouvement sont arrêtés puis relâchés. Des actes d'incivisme se multiplient de part et d'autre jusqu'au soir du 19 août, date à laquelle les militaires décident de mettre fin au bras de fer entre Ibeka et les membres du M5 RFP. Après la démission du président Ibeka, le M5 RFP fête en grande pompe sa victoire au boulevard de l'Indépendance devant un public sorti massivement pour marquer la fin d'un chapitre de l'histoire du Mali et le début sûrement d'un autre. Pour dénoncer la gouvernance du régime Ibeka, les opposants au régime s'étaient réunis pour faire front commun. Ainsi, le M5 RFP, mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, voit le jour. Avec les manifestations successives, la rue sous l'égide du M5 obtient le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 avec l'appui des militaires. 2 ans après, le torchon brûle entre les différents leaders de mouvement qui avaient suscité tant d'espoir pour les populations. Aruna Seleakone analyse la déchirure au sein du M5 RFP. Suivons. Au premier semestre 2020, l'impopularité du régime Ibeka était à son paroxysme. Les scandales successifs de corruption, d'élections truquées, des massacres de civils par les terroristes, les défaites militaires au front étaient devenus le quotidien des Maliens. Le M5 RFP, mouvement hétéroclite composé de partis politiques, des associations religieuses, de la société civile, se sont réunis pour porter la colère du peuple, demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. La tête du président est finalement obtenue le 18 août 2020, sous une mobilisation et une pression inédite de la rue. 2 ans plus tard, la terre promise par les M5 RFP n'est toujours pas atteinte. Les leaders du mouvement se jettent la responsabilité de l'échec. Les langues se délient, les torchons brûlent. Le M5 RFP est désormais en lambeaux. Et pourtant, à l'orée de la transition, un homme avait déclaré Urbi et Torbi, cette scission inévitable du mouvement. Le M5 RFP est mort de sa belle mort. La formule choc est de Issa Kaoudjim, surnommé le numéro 10. Il est pourtant un membre fondateur du mouvement. Il a eu raison très tôt. Et c'est toujours un tort d'avoir raison très tôt. Quelques mois plus tard, l'évidence est là. En avril dernier, l'ancien ministre Kolimba Sidibé ainsi que 6 autres membres du comité stratégique ont été suspendus. Le mois dernier, l'Espoir Malikoura et MK de Cheikh Oumar Sissoko décidaient de ne plus reconnaître le comité stratégique du M5 RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga et propose un gouvernement de mission. La semaine dernière, une dissidente demande clairement la démission du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le dernier claquement de la porte en date est celui de la plateforme Anko Malidron de Mme Sikaja Tousso, qui ne se reconnaît plus des décisions prises par le comité stratégique du M5, au moment où la refondation est plus qu'une urgence. Les porteurs d'espoir qui constituent le M5 RFP sont décidément divertis par les conflits internes. Hélas, la lutte unie des pouvoirs divise. Quel gâchis! Sur tout autre plan, à l'occasion de la célébration des 30 ans de Canal+ en Afrique, Canal+ Mali a tenu une conférence ce 3 juin à son siège à l'ACI 2000 pour informer ses clients des offres exceptionnelles qui les attendent en ce mois de juin. Chaque réabonnement vous fera bénéficier de 30 jours à la formule supérieure. Mais ce n'est pas tout. 90 clients maliens bénéficieront de 30 mois d'abonnement à toutes les chaînes de Canal+. Compte rendu signé Mamadou Bilali Koulibaly et Amadou Tolo. 1992-2022, cela fait déjà 30 ans que Canal+ est sur le continent africain. La filiale malienne du groupe français a célébré cet anniversaire ce 3 juin 2022.
Les responsables ne sont pas les seuls à profiter de cette fête puisqu'ils assurent que les clients maliens auront droit à plusieurs surprises. Aujourd'hui, c'est le 3 juin 2022. C'est la 30e anniversaire du Canal+ en Afrique. Donc ça se fête. 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est pas 20 jours, c'est pas 30 secondes, c'est pas 30 minutes. C'est 30 années de fidélité à vos côtés et ça se doit. En baissant un peu le ticket d'entrée pour faciliter à tout un chacun de détenir un décodeur HD de Canal+ à seulement 5 000 francs CFA avec un abonnement de 5 000, le tout à 10 000 francs CFA. En plus de ça, pour nos abonnés qui sont chez nous depuis un certain temps, on a fait une offre stratosphérique, hein, c'est du jamais vu, 30 jours à la formule supérieure, 30 jours de générosité. 30 ans en Afrique, 30 jours de générosité pour continuer avec les chiffres symboliques en ce mois de juin. Lors des tirages au sort quotidiens, Canal+ offrira 30 mois d'abonnement à tout Canal+ à 90 Maliens, soit durant 2 ans et 6 mois. Pour tout réabonnement, donc ce client qui se réabonne là, à sa formule de base ou bien à la formule supérieure, a la possibilité de participer à un tirage au sort qui lui donnera droit à tout Canal+. 30 mois d'abonnement à tout Canal+. C'est quasiment une valeur d'1 200 000 auquel il peut avoir droit s'il participe à ce tirage au sort-là et qu'il gagne. Ensuite, il n'est pas le seul à gagner. Pendant ces 30 jours-là, tous les jours, il y aura 3 gagnants minimum, ce qui fait 90 gagnants sur le mois. Avec un tel chemin parcouru, l'opérateur de télévision payante axé sur le sport et le cinéma voudrait utiliser encore plus de contenu africain. Les plus anciens, Canal+ avait démarré avec 2 chaînes, avec de grosses paraboles. 30 ans après, on se retrouve avec des paraboles de 30 cm, un décodeur ultra moderne HD, avec des contenus de plus en plus locaux, embarquant des chaînes africaines à n'en plus finir. Et nous continuons de les renforcer. On a plein d'autres offres à venir. Il est important de signaler que la filiale de Canal+ du Mali est présente depuis 7 ans. Une histoire d'amour et de fidélité qui devrait continuer encore de plus belle. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a organisé un déjeuner de presse ce jeudi 2 juin 2022 pour informer l'opinion sur son accréditation au statut A. Également au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, plusieurs sujets ont été évoqués en rapport avec l'actualité sur les droits de l'homme au Mali, notamment la récente note trimestrielle de la MINUSMA. Suivant le reportage de Aïssata Traoré et Mamadou Bilali Koulibaly. L'acquisition de l'accréditation au statut A offre un certain nombre d'avantages à la CNDH, des avantages qui, selon son président, sont le fruit de la confiance de la société civile et des pouvoirs publics en l'institution. Grâce aux efforts de nos partenaires, la CNDH du Mali a été accréditée au statut A le 29 mars passé. Donc, ce statut est le plus élevé en matière de classification des INDH. Donc, l'importance du statut A, c'est que ce statut qui est obtenu sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme constitue un gage de légitimité et de crédibilité, avec une expertise avérée sur un mandat large en matière de droits de l'homme. Tant la société civile que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer avec confiance sur les institutions nationales de statut A. Un autre avantage, c'est de participer aux sessions du Conseil des droits de l'homme, prendre la parole dans cette enceinte et soumettre des documents en tant qu'institution de statut A. Et c'est très important, le Conseil des droits de l'homme, dont le représentant au Mali est la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Se prononçant sur les allégations de violence imputées aux femmes dans le rapport de la MINUSMA, le président de la CNDH estime qu'il faut relativiser, demander des investigations indépendantes avant toute prise de position au risque de mettre en cause les prérogatives de la commission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter toute l'armée en pâture. Quand on parle d'allégations de violation des droits de l'homme à l'encontre de l'armée, c'est forcément à l'encontre de certains éléments des forces armées de sécurité. Ça, c'est très important. Donc, quand l'armée est accusée d'allégations, nous, généralement, on dit on ne peut pas trancher. Parce que si tu tranches dans ce contexte, tu es léger. Toi, tu n'as pas vérifié, tu n'es pas allé sur le terrain, tu n'as pas fait d'investigation selon la méthodologie dont je vous ai parlé.
Comment vous pouvez prendre position pour dire non, c'est l'armée qui a raison, non, c'est tel parti qui a raison? Non. Il faut demander une enquête indépendante et vous solliciter d'être associé à ces enquêtes. C'est ce que nous faisons. Mais en tous les cas, on se garde de faire des interventions légères parce que ça joue sur la crédibilité de l'institution. Ces moments d'échange avec la CNDH aura été l'occasion pour les hommes de médias d'être mieux édifiés sur les missions de cette institution nationale des droits de l'homme ainsi que les avantages liés au statut A. Parlons littérature. Le lancement du livre Fanta ou les déboires de la vie a eu lieu ce samedi 4 juin à la Bibliothèque nationale. L'auteur Diko Coulibaly traite dans sa première œuvre les questions relatives aux droits de la femme dans nos sociétés. Suivons les détails dans ce compte-rendu signé Tchenan Tangara. Fanta ou les déboires de la vie, c'est le titre de cette première œuvre de la nouvelle écrivaine Diko Coulibaly. Le lancement de l'œuvre a été fait ce samedi 4 juin à la Bibliothèque nationale. Dans ce livre composé de récits et de poèmes, l'auteur évoque les questions liées aux droits de la femme. La femme est la génitrice du monde. Elle mérite tout le respect du monde. À celle des victimes de la violation, il ne faut pas vous abattre. Continuez à vivre. Le récit contenu dans ce livre est inspiré d'une histoire réelle. Une rencontre entre l'auteur et le personnage. Fanta est une connaissance que j'ai rencontrée à Ségou. C'était la première et la dernière rencontre de Fanta pour moi. Elle a expliqué son histoire. Je l'ai promis de le faire et aujourd'hui, j'en suis fière. Les avis quant au bénéfice de ce livre dans notre société restent mitigés. Pour certains lecteurs, ce livre s'inscrit dans la lutte pour la défense de la gente féminine, tandis que d'autres y voient une menace pour la stabilité de notre société. Elle suit un peu la trace des féministes, qui est pour moi très dangereux. Parce que les féministes aujourd'hui ont tellement travaillé à disloquer, à déprimer la relation qui lie l'homme à la femme, que certaines d'entre elles aujourd'hui n'aiment pas qu'on les appelle féministes. C'est un combat qui va diviser la société, malheureusement, il faut le dire. Et ça va diviser la société parce que ça va tourner le dos de l'homme à la femme. L'auteur, à travers son engagement, essaie de magnifier la femme dans toute sa diversité pour dire que les femmes ne doivent pas rester à marge. Ce livre peut apporter un plus à la société parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont dans la même situation que le personnage principal. Donc, lire ce livre permettra à ces personnes-là de se libérer, de parler, de s'ouvrir à d'autres horizons. Quand on ne parle pas et qu'on se rafferme sur ce problème, ça peut causer un tort parce qu'il y a un mal qui a été déjà fait. Donc, il faut parler. À rappeler que l'auteur Diko Coulibaly est une enseignante et juriste de formation. Elle milite au sein de son association Warganjo pour les droits de la femme. Livre de 45 pages, Fanta ou les déboires de la vie marque le début d'une carrière littéraire pour l'auteur engagé contre les abus dans la société. L'image du jour nous conduit à la découverte des cascades de Banfora qui se trouvent au Burkina Faso. Les cascades de Karfigela ou cascades de Banfora sont une série de cascades le long du fleuve Komoé au sud-ouest du Burkina Faso. Elles tiennent leur nom de la commune de Karfigela. Elles sont situées à environ 12 km au nord-ouest de Banfora et constituent l'un des sites touristiques les plus importants du pays. La région des cascades tire son nom des chutes d'eau. Ce sont des chutes d'eau dévalant des paliers de collines et tombant en cascade dans la suite du lit de la Komoé. Banfora, ville frontalière de la Côte d'Ivoire, dispose d'un climat doux et d'une végétation comparable à celle des pays côtiers. Au sommet d'une colline se laissent admirer les fameuses cascades qui font la fierté de tout Banfora. Dans les cascades de Karfigela, une dizaine de baignoires naturelles et de bains à remous
remplies d'une eau limpide et glacée attendent les visiteurs. Pour accéder aux cascades, il faut traverser une belle allée de manguiers et une végétation luxuriante qui mène jusqu'aux chutes et au sommet de celle-ci. La vue sur le paysage alentour est magnifique. Les cascades de Bonfora sont une véritable oasis de paix et de tranquillité idéale pour la détente et le repos. Suivons à présent l'actualité internationale avec Sankou Diallo. Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, deux grandes coalitions de l'opposition se retrouvent autour d'une intercoalition pour aller aux législatives du 31 juillet 2022. Selon les membres de ces coalitions, le seul but de cette alliance est de doter l'opposition sénégalaise d'une majorité pour aboutir à une cohabitation avec le régime en place. Wallu Sénégal a pris l'initiative d'un rapprochement avec Yewwi Askan Wi pour construire une alliance tactique électorale inédite dans les annales politiques en vue d'obtenir une majorité parlementaire aux élections législatives du 31 juillet 2022. Le spectre d'une invalidation de leur liste plane sur Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, suscitant des scènes de psychodrame. Le scrutin est capital. L'opposition espère imposer une cohabitation au président Macky Sall à l'issue des législatives de juillet. Premièrement, prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, abroger toutes les lois scélérates de l'actuel régime utilisées par Macky Sall pour détruire la démocratie sénégalaise, conquise de haute lutte à travers plusieurs générations de militants et de patriotes et au prix de lourds sacrifices. Deuxièmement, réaliser une alternance parlementaire avec une Assemblée nationale réconciliée avec le peuple sénégalais, représentative et qui impose à Macky Sall une cohabitation gouvernementale responsable. Troisièmement, barrer la perspective à risque de Macky Sall de se présenter à l'élection présidentielle 2024 pour briguer un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel. Le scrutin législatif de juillet vise à renouveler le mandat des 165 députés de l'Assemblée nationale largement contrôlée par la coalition au pouvoir depuis les dernières législatives en 2017. À l'orée des élections présidentielles de 2024, avec les velléités de conservation tout azimut du pouvoir par le régime Benno Bokk Yakaar et son président Macky Sall, seul un rapport de force politique affirmé peut contraindre le pouvoir actuel et arrêter la dérive qui se manifeste dans tous les secteurs. Notre coalition tactique, dont le but est de doter l'opposition sénégalaise d'une majorité, va produire de manière inédite une cohabitation au Sénégal. Selon Mamadou Lamine Diallo, le président élu en 2012 et réélu en 2019 a aussi dit qu'il lèverait après ces élections le flou sur une candidature au nom de sa part à un troisième mandat en 2024. L'objectif de l'Alliance est également de barrer la perspective à risque de Macky Sall de se présenter à l'élection présidentielle 2024 pour briguer un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel. Notre porte est ouverte. Le président nigérien Mohamed Bazoum a réitéré son offre de main tendue aux combattants des groupes armés djihadistes souhaitant se repentir lors d'une visite dans le sud-ouest du pays, théâtre d'attaques meurtrières récurrentes. Quant à ces gens qui sont égarés depuis longtemps, je leur ai dit qu'ils doivent un peu regarder pour savoir ce qu'ils gagnent en perturbant la vie des populations, ce qu'ils gagnent eux en menant la vie qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Et j'ai toujours dit que notre porte est ouverte. Selon la télévision publique, le ministre nigérien de l'Intérieur, Hamadoun Adamou Souley, et des représentants de l'ONU ont visité la semaine dernière un futur centre de réinsertion sociale d'ex-combattants de groupes armés. Notre porte est ouverte. Nous pouvons leur donner une autre chance dans la vie, pourvu qu'ils renoncent à ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de concevoir des plans de démobilisation en leur faveur et de réinsertion dans la société. Le président nigérien se tient responsable de leur réinsertion malgré la vie que ces gens ont déjà menée. Leur offrir une seconde chance est l'une de ses préoccupations majeures. Et ils vont être réinsérés dans la société, ils vont l'être économiquement aussi. Voilà l'offre que je leur ai faite
depuis longtemps, sur laquelle je reste et à propos de laquelle je souhaite qu'ils m'entendent, que je souhaite que vous relayiez ce message pour qu'ils l'entendent aussi. Le sud-ouest nigérien se situe dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali et est un théâtre d'attaques meurtrières et récurrentes depuis 2017, d'actions sanglantes de mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est vrai qu'on était un petit peu inquiet, mais bon, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait beaucoup de sécurité et du coup, ça nous a rassurés, beaucoup rassurés. Une semaine après le chaos de la finale de Ligue des Champions, les supporters reviennent au stade rassurés par la forte présence policière. Plus de tension, voilà. Je trouve qu'il y a plus de tension, plus de sécurité. Voilà. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu inquiets. Mais bon, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait beaucoup de sécurité et du coup, ça nous a rassurés beaucoup. 6 jours après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, la bonne ambiance a régné aux abords du stade placé sous haute surveillance. On a eu un peu peur et c'est vrai que nous, comme on venait en famille, c'était plus la crainte pour notre petite. Mais bon, on s'est dit que ça allait être établi et qu'on ne ferait pas 2 fois les mêmes erreurs. Ce vendredi soir, les autorités ont tout fait pour la redorer. La gestion des flux de spectateurs a été fluide, bien loin des images de chaos de la semaine dernière. Oui, il y a beaucoup de policiers. Déjà, rien que pour arriver au parking, c'était déjà surprenant. Il y a eu des fouilles aussi, les voitures, on a dû sortir et ils nous ont demandé d'ouvrir les coffres. Donc il y a eu beaucoup de fouilles. On a fait le tour là et c'est vrai on voit des gendarmes partout, la sécurité partout, c'est rassurant. L'équipe de France affrontait le Danemark ce vendredi soir pour son premier match de la Ligue des Nations 2022-2023. Après le chaos de la semaine dernière, l'ambiance du stade est plutôt bonne chez les supporters et supportrices. Danois non plus, pas de crainte particulière. La sécurité a été assurée de tous côtés pour un match sans crainte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Juriba Evening News.